suis très heureuse de pouvoir intervenir lors de cette biennale à un moment, vous le savez, en termes de contexte politique qui n'est pas neutre, puisque nous avons changé et de gouvernement et de ministre, et donc mon intervention sera bien évidemment autour de la thématique de cette biennale, mais très ancrée et avec des mises en perspective avec ce nouveau contexte politique. Alors je le disais, une thématique générale au cœur des réflexions du groupe EPS de l'inspection générale, pour que les élèves apprennent en EPS, quels repères et quel parcours de formation. Bien évidemment, c'est la thématique qui nous a, nous aussi, fait travailler et recontextualiser nos chantiers, nos thèmes et nos priorités de travail, on va dire sur une feuille de route de 2 ans au moins, et peut-être même sur une mandature. Le titre de mon intervention est large et suffisamment large parce que, comme je le disais à l'instant, je ne vais pas me contenter de parler des programmes qui sont de toute façon, je ne vais pas dire qui ont une certaine ancienneté, ils sont tout nouveaux, mais quand même, il y a un certain nombre de points sur lesquels les mises en œuvre que l'on a pu constater en établissement ne prêtent pas à ce qu'on y revienne. En revanche, ce qui m'intéressait, je pense, c'est de pouvoir vous éclairer des points, d'essayer de faire un état des lieux de la mise en œuvre de ces nouveaux programmes, et en tout cas ce sur quoi se concentre notre travail d'accompagnement. Un dernier point qui est plus récent, et avant que je fasse ma contribution, que je produise le texte, c'est l'attribution qui était attendue, tout le monde le sait, des JO 2024 à la ville de Paris. Et sachez-le, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on ait en ligne de mire. Vous l'avez forcément entendu, notre ministre s'est déjà largement exprimé avec des annonces concernant cet horizon 2024. Nous ne sommes pas dupes, hein, pour ce ministre, son horizon c'est 2022 puisqu'on raisonne, nous, en mandature. Une intervention donc contextualisée pour partager avec vous tous, les professionnels de l'EPS, les préoccupations et priorités de l'inspection générale. Comme je le disais, des orientations avec ce nouveau ministre qui n'ont pas tardé et des priorités qui, dès cette rentrée, infléchissent ce sur quoi nous sommes au travail depuis plus de 2 ans. Autrement dit, la réforme de la scolarité obligatoire. Vous avez entendu, sans pour parler des fondamentaux, hein, lire, écrire, compter et respecter autrui, 100% de réussite au CP, un assouplissement de la réforme des rythmes scolaires qui n'est pas sans incidence, alors peut-être plus de votre point de vue sur le premier degré, mais c'est à voir, et un assouplissement, dit comme cela, de la réforme du collège. Également, tout récemment, un projet de décret qui modifie, dès la session 2018, le DNB, qui modifie pas tout à fait à la marge, en tout cas dans l'esprit dans lequel il avait été conçu auparavant, puisqu'on ramène à l'équivalence le poids dédié à la validation des acquisitions du socle commun à l'équivalent des épreuves ponctuelles, ce qui n'est pas tout à fait neutre comme choix politique. L'autre point qui me semble très important et sur lesquels, les autres points sur lesquels j'essaierai de me mettre en perspective, et notamment un dernier point qui sera peut-être plus insistant sur mon intervention, ce sont tous les chantiers qui sont le chantier des réformes, et non des moindres, qui sont mises en œuvre, et pour certaines dès cette rentrée, et même de façon imminente. Alors ça touche plein de points que je n'aurai pas le temps d'aborder. En aparté, y compris depuis que je suis arrivée, j'ai pu répondre ou être interpellée sur un certain nombre d'entre eux. Ces réformes concernent la gouvernance du système éducatif, la culture de l'évaluation, l'autonomie des établissements, la réforme du baccalauréat, et j'y reviendrai, ça risque d'être très prégnant pour nous, la réforme de la voie professionnelle et de l'apprentissage, toute récente, annoncée, la formation des enseignants qu'il faut coupler dorénavant avec le volet accompagnement du PPCR, et l'évolution du rôle des cadres, là aussi, par cadre j'entends notamment chef d'établissement et inspecteur. Donc, des réflexions qui pourraient, dans un premier temps, vous paraître éloignées
de la thématique pour que tous les élèves apprennent en EPS, mais néanmoins, il me paraissait important, ou en tout cas, je pense être dans mon rôle en tant qu'inspectrice générale, de recontextualiser mon intervention au regard de tous ces changements à venir, parce que derrière, il y a des conceptions et des convictions sous-jacentes qui, peut-être, risquent d'infléchir, plus qu'on ne le pense à l'heure actuelle, notre intervention devant les élèves. Donc une première partie autour, je le disais, de la réforme de la scolarité obligatoire, des nouveaux programmes, en essayant de dégager les axes majeurs d'accompagnement. Et une deuxième partie où j'élargirai sur des points de réflexion qui constituent les priorités de la feuille de route du groupe de l'inspection générale. Alors ce sera bien évidemment un point trop rapide. Je veux simplement rappeler qu'il y a eu un effort sans précédent dès la rentrée 2015 sur la mise en œuvre déjà de la réforme du collège avec ses nouveaux dispositifs, leur réorganisation du temps, mais aussi depuis novembre 2015 sur l'accompagnement des nouveaux programmes en général et en particulier d'éducation physique et sportive. Et donc, essayer avec vous, devant vous, de faire un état des lieux alors qu'on a à peine 2 ans de mise en œuvre de ces nouveaux programmes est un exercice un petit peu périlleux, mais en même temps, puisque toutes les interventions durant cette biennale visent à répondre à la question, ou en tout cas à relever le défi que tous les élèves apprennent en EPS, il me semblait important de pouvoir revenir et pouvoir vous dire ce sur quoi, à l'inspection générale, il nous semble encore important de porter l'accent pour accompagner les enseignants d'EPS. Alors déjà, le premier grand axe de travail, ça a été, à travers ces nouveaux programmes, bien faire intégrer un certain nombre de changements de paradigme et que notamment la question du SOC, qui a été évoquée très vite par François, durant toute la scolarité obligatoire, comment garantir une EPS véritablement soclée, complète et équilibrée. Et avec toutes les questions autour du cadrage national, puisque la première critique, mais j'y reviendrai, ou en tout cas les réserves qui ont tout de suite émané du terrain, c'était une espèce de perte de cadrage national, une perte de repères, notamment, j'y reviendrai, sur la liste des APSA, le cadrage programmatique qui était beaucoup moins prescriptif, et les référentiels niveau 2, pour ne pas dire les compétences attendues dans les APSA. Et donc cette nouvelle logique curriculaire qui a été imposée, mise en œuvre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, mais je pense que vous le savez, c'est pour ça que je ne veux pas trop rester longtemps là-dessus, c'est que pour l'éducation physique, ça n'a pas été une vraie révolution, mais il faut quand même avoir en tête que pour un certain nombre de disciplines, de champs disciplinaires, c'était une vraie révolution. Vraiment, qui est loin d'être abouti dans les pratiques au cœur de la classe, hein, qu'on se le dise. Et donc cette logique curriculaire, avec le socle commun défini comme programme général, a imposé un changement ou des changements de paradigme, notamment à deux niveaux. Ça a été plus que ça ne l'était. Une confiance absolue et une responsabilisation très forte des acteurs locaux et donc des équipes EPS au sein des établissements, mais aussi, on va y revenir, au sein des écoles, puisque les programmes curriculaires sur 9 ans concernent le premier degré et le second degré. Et donc cette grande marge de manœuvre accordée aux équipes EPS sur le plan local pour élaborer les parcours de formation et l'offre de formation. Donc c'est le sujet de la biennale. Un cadrage national, alors je le redirai, il faut que je le rappelle, qu'on l'on soit d'accord là-dessus, l'inspection générale n'a pas écrit les nouveaux programmes de novembre 2015. En revanche, elle a été auditionnée, écoutée, elle a produit, au même titre d'ailleurs qu'un certain nombre d'instances, un certain nombre de personnalités qui ont compté et un certain nombre d'associations, dont la EPS. Ce cadrage national, pour nous, repose sur 2 éléments essentiels. Des contraintes programmatiques, puisque quand même, vous savez bien, il faut que les élèves passent par les 4 champs d'apprentissage qui sont complémentaires durant chaque cycle, etc. etc. Et surtout, j'y reviendrai, des attendus de fin de cycle définis par champ d'apprentissage, puis vous le savez, déclinés par compétences visées, etc.
et de fin de scolarité obligatoire. Donc les programmes, ce qui est gravé dans le marbre des programmes, c'est un certain nombre de contraintes programmatiques, mais aussi des attendus de fin de cycle, c'est-à-dire que les enseignants d'EPS sont attendus entre guillemets au tournant concernant les acquisitions qu'ils doivent garantir aux élèves à la fin de chaque cycle et notamment à la fin de la scolarité obligatoire. Le deuxième volet, le deuxième point sur lequel il faut continuer à travailler auprès des équipes. Concevoir et mettre en œuvre des parcours de formation pour, j'ai fait exprès de mettre en guillemets mes élèves parce qu'il s'agit bien là d'un curriculum local et respectueux des exigences nationales, certes, on vient de les évoquer, mais aussi et surtout adapté aux besoins des élèves et donc aux contraintes et aux ressources locales. Cette marge de manœuvre laissée aux équipes EPS dans l'élaboration de ce curriculum, c'est vraiment le parti pris de ces nouveaux programmes. Alors ça va beaucoup plus loin et nous y reviendrons, puisque ce qui relève de la responsabilisation, et ça engage des équipes EPS, c'est aussi de définir les bains révélateurs, c'est-à-dire les situations d'évaluation dans lesquelles, ou les contextes, les bains révélateurs dans lesquels vous allez permettre aux élèves de révéler leur niveau de compétence, leurs acquisitions, et vous permettre dans le même temps de les valider, ces acquisitions. Et ça c'est nouveau, puisque jusque-là on avait, osons le dire, en fin de collège, qui la fiche ressources, qui le référentiel niveau 2 de compétences attendues dans l'APSA, qui finalement avait quand même, comment vais-je le dire puisque je suis enregistrée, avait quand même restreint la capacité d'initiative et de créativité des enseignants dans certains collèges. Pour le dire avec... Alors, sachez-le, nous avons parfaitement entendu, et même nous étions d'accord avec un certain nombre de réserves, et sachez-le, ce qui a été extrêmement perturbant et dommageable du point de vue de l'inspection générale, c'est l'aspect totalement différé et déconnecté des éléments, qu'ils soient statutaires ou pédagogiques, sur l'évaluation des acquis des élèves. Dans l'accompagnement de la réforme du collège, on a monté des programmes alors même qu'on ne savait pas sur quoi les élèves allaient être évalués, dans quelles conditions ils allaient être évalués, quelles allaient être les exigences de fin de scolarité obligatoire. Et ça, nous le payons encore. Nous le payons encore en termes d'accompagnement et de capacité des équipes EPS à se projeter, d'autant que là aussi, sans trop sortir de ma réserve, l'outil technique, le LSU, le livret scolaire unique, qui a été mis en œuvre l'année dernière et qui était censé pouvoir capitaliser les acquisitions progressives des élèves, a mis un peu de flou dans la question de la validation du socle et de l'objectivation de l'objectivation des réels progrès des élèves. On a de nouveau ramené de la dichotomie entre valider des niveaux d'acquisition de compétences et soit poser une note trimestrielle, puisque c'est de nouveau revenu, soit convertir un degré de compétence ou un niveau d'acquisition de compétences en une note chiffrée sur 20. Donc ça, on le paye encore. Le gros effort d'accompagnement qui a été fait, c'est le travail sur la réécriture, qui a été vraiment un des leviers, j'ai envie de dire, pour faire le deuil. Le deuil, alors le deuil de quoi? Le deuil des programmes de 2008, faisons court, qui avaient pu faire état d'un certain nombre de résistances au moment où ils ont été mis en œuvre, et puis au moment de passer à autre chose, ils faisaient finalement la totale unanimité, et même au point d'avoir du mal à en faire le deuil. Mais ce deuil, c'est normal, hein, et c'est pas sachez-le, nous avons totalement compris les freins et les résistances à ce changement et à cette bascule. Elles sont légitimes. Nous sommes convaincus, et de toute façon, que les programmes de 2008 avaient énormément fait progresser la profession. Nous le savons.
Nous le savons même au point que nous faisons maintenant une totale confiance aux enseignants parce que nous les considérons armés, les enseignants d'EPS, depuis la mise en œuvre, on a presque 10 ans des programmes de 2008. Armés pour faire un diagnostic, armés pour choisir, faire des choix pertinents et justifier le fondement de leur choix pour proposer les parcours de formation et l'agencement, la programmation des activités prévues, mais j'y reviendrai. Alors dire que l'autre changement de paradigme, et je crois que ça va être un sujet qui va être repris, je l'ai lu en tout cas dans la présentation, c'est que, y compris avec le socle, et notamment ce qui a été flagrant, c'est lors de sa réécriture, ce qui a été l'essentiel de la réécriture du socle après la concertation, ça a été de modifier les formulations en changeant, en passant de contenu qui devait être enseigné à ce que l'élève devait être capable de faire et avoir acquis. Et que donc, ce changement de paradigme, c'est bien que l'accent est beaucoup moins mis, alors bien sûr, il le faut, beaucoup moins mis sur les contenus enseignés que sur les apprentissages réels, effectifs des élèves, parce que c'est ce qu'on leur doit. C'est votre métier, c'est votre expertise. Si vous avez un jour à rendre compte, ce sera en termes d'acquisition effective des élèves et pas par rapport à ce que vous avez cherché à leur enseigner. Ce changement-là, alors, en éducation physique et sportive, on était déjà en marche, très largement, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai aussi, en parlant de vous, dit que vous étiez les premiers de cordée et que j'aurais besoin de m'appuyer, l'inspection générale aura besoin de s'appuyer sur vous, sur les réflexions à venir. Mais bon, voilà, on est en marche, vous êtes les premiers de cordée, assumons et allons plus loin parce que les défis qui nous attendent risquent quand même à très court terme de devoir nous mettre au travail très fortement. Ce qui est gravé dans le marbre des programmes à l'école et au collège, c'est bien qu'un projet pédagogique doit définir un parcours de formation équilibré et progressif, etc., etc. Et donc c'est ce poids-là, cet angle-là sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Et ce n'est pas fini parce que sur cette deuxième année, ce que l'on constate, c'est que autant l'effort je veux dire, d'un point de vue théorique, la bascule est largement opérée. Les enseignants, globalement, en équipe pédagogique, dans les collèges, ont fait le pas, mais très largement, et ont tous retravaillé à la réécriture de leur projet. Là où les choses sont beaucoup moins avancées, c'est ce que l'on retrouve quand on va les voir en EPS avec leurs élèves. C'est-à-dire, est-ce que les leçons d'EPS ont changé ? Est-ce que l'EPS est toujours la même que l'année dernière, qu'il y a 5 ans, ou qu'est-ce que ces nouveaux programmes, alors que d'un point de vue conceptuel, alors qu'il y a eu un formidable travail de reformalisation des projets pédagogiques, et quand on en parle, les équipes les justifient de manière très pertinente d'un point de vue pédagogique et didactique. En revanche, sur le terrain, et on sait, la mise en œuvre effective pêche encore, c'est-à-dire qu'on veut voir, on demande à voir, et ce sera là notre accompagnement dans les années à venir, laissons le temps au temps, de voir en quoi les pratiques, alors ce que l'on donne à faire aux élèves, à réaliser, les acquisitions que l'on cherche à leur faire faire, mais aussi en termes de procédure d'enseignement, parce que la logique du socle et la logique qui était mise en œuvre par ces nouveaux programmes, tels que conçus, allait bien au-delà de simplement définir des contenus, mais allait aussi jusqu'au changement dans les pratiques d'enseignement, et notamment les pratiques évaluatives. L'EPS, encore une fois, n'a pas à rougir. Donc ce recentrage sur les acquisitions des élèves, plus que sur les contenus enseignés, a vraiment, pour nous, fait interroger sur la question des attendus de fin de cycle. Et les réserves que vous portez sur des attendus de fin de cycle trop génériques, qui ne vous permettent pas... On est d'accord, attendus de fin de cycle,
formulés par champ d'apprentissage, qui ne permettent pas, comme avant, de cibler de manière beaucoup plus précise quelles sont les acquisitions attendues en fin de séquence d'apprentissage des élèves. C'est vraiment ce cheminement-là qu'il a fallu accompagner et sur lequel nous avons encore beaucoup de travail. Les attendus de fin de cycle, pour nous, sont vraiment la ligne de mire des enseignants à partir de laquelle vous devez ordonnancer les séquences d'apprentissage afin d'amener en 3 ans tous les élèves, on y reviendra, à maîtriser les attendus de fin de cycle des 4 champs d'apprentissage et au bout de 9 ans, le curriculaire c'est sur 9 ans, à maîtriser les attendus de fin de scolarité obligatoire. Et donc, là où on est sur un travail majeur, parce que même les ressources et du SCOL qui ont été publiées ne sont pas satisfaisantes, ou en tout cas on sent bien qu'il y a des réticences à les utiliser en tant que telles. Si vous les avez en tête, si vous y êtes allé avec les 4 étapes qui ont été définies, c'est la question des repères de progressivité, de l'étayage et de l'évaluation des acquisitions reste un axe majeur de travail. Encore une fois, parce qu'au bout du bout, on voudrait pouvoir rendre compte des acquisitions effectives des élèves. Donc ce dernier point, concevoir, définir des bains révélateurs, les bains révélateurs des acquis des élèves, c'est d'autant plus difficile que ça engage collectivement et qu'il n'y a plus la référence nationale. Et donc, hors le cadrage national tel qu'Ali, si vous avez à rendre des comptes, il faudra pouvoir, en fin de 3e notamment, parce que c'est vraiment la question de la fin de scolarité obligatoire qui est posée, pouvoir dire, est-ce que oui ou non, pour chaque élève de 3e, en fin de 3e, est-ce que oui ou non, les attendus de fin de cycle dans les 4 champs d'apprentissage ont été atteints durant les 3, avec l'aide et la programmation durant les 3 années précédentes, mais aussi normalement, dans le temps, avec ce qui aura été fait au cycle 2 et au cycle 3. Et donc, dans les étapes, ce qui reste de la responsabilité des enseignants au niveau local, c'est bien élaborer ce parcours en choisissant, en programmant les activités les plus pertinentes. Et ça a bougé. Ça, on le constate, dans les équipes, ça a bougé. Pour garantir le niveau de maîtrise, définir les acquisitions attendues en fin de séquence d'apprentissage dans les différentes APSA supports. Donc quand on dit finalement faire le deuil des niveaux d'acquisition attendue dans les APSA, est-ce qu'il fallait vraiment en faire le deuil ou est-ce qu'il ne s'agissait pas de les revoir et de les retoiletter, de les retravailler à l'aune de ce changement de paradigme? Est-ce que vous avez pour autant changé vos exigences en termes de fin de scolarité obligatoire suivant les APSA supports que vous mettez en œuvre? Définir les acquisitions attendues, valider ce niveau de maîtrise et contribuer à la validation du socle. Donc là, je n'aurai pas le temps d'en parler. Il pourra y avoir, si j'ai un peu de temps d'échange, une question là-dessus. Parce que la validation du socle qui s'est effectuée de façon, je vais le dire, peut-être un peu baroque dans certains établissements en fin de 3e l'année dernière, a pu quelquefois non seulement remettre en cause, mais faire machine arrière par rapport à tout le travail qui avait pu être fait, y compris en termes de progressivité sur les 3 années du collège. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon intervention, où je vous disais que je souhaitais, à l'aune de ce que je viens de dire sur la réforme de la scolarité obligatoire et les points qui restent encore des axes de progrès et des points sur lesquels il faut absolument continuer à accompagner pour nous les équipes EPS sur le terrain, c'est dépasser cette question de la scolarité obligatoire pour élargir la réflexion à un certain nombre de points, de sujets de réflexion et de travail que nous souhaitons partager, bien évidemment, discuter, et sachant, vous allez voir très vite, que certains d'eux sont réactivés et même activés avec les priorités et même les annonces ministérielles. Je ne cite que la réforme du bac parce que j'ai fait le choix d'étoffer et d'aller un petit peu plus loin sur cette question-là à la fin de mon intervention, ce qui tombe bien puisque ça correspond au groupe de travail que vous avez l'intention de mettre en œuvre. La
route de l'inspection générale, on s'est réorganisé et notre réflexion, ce qui peut répondre d'emblée à certaines questions qui m'ont été soulevées au préalable, c'est réfléchir peut-être autrement. On s'est, vous le voyez, 3 gros blocs que nous considérons comme 3 grands chantiers, avec des porteurs de projets au sein de l'inspection générale, mais un premier grand maillon qui est la scolarité obligatoire, le curriculum sur 9 ans, avec notre conviction que l'EPS peut être contributive à l'éducation fondamentale de l'élève. Un deuxième maillon, Bac-3, Bac+3. Alors entre les deux, il se passe des choses, je l'ai évoqué, la validation du socle, le DNB, et puis il y a une séparation, mais ce qu'on espère, c'est que les ruptures soient de moins en moins présentes, mais de facto, avec des programmes de collège ou de scolarité obligatoire rénovés et des programmes de lycée inchangés, on voit bien que là, on est sur une césure qui nous donne à réfléchir. Réfléchir sur le maillon Bac-3, Bac+3, pour une EPS contributive au parcours de formation et d'insertion professionnelle de l'élève, et c'est réactivé très fortement. Vous n'êtes pas sans avoir eu écho de la grande concertation qui vient d'être mise en œuvre, qui s'est arrêtée la semaine dernière, et avec la publication du rapport Filâtre hier, avant-hier, jeudi, sur les conditions et la question de l'accès à l'enseignement supérieur. Et un troisième bloc que constitue la formation initiale et la formation continue, les concours de recrutement bien sûr, pour une EPS, nous en sommes convaincus, contributive au parcours progressif de professionnalisation des enseignants. Une fois qu'on a dit ça, c'est une belle formalisation, mais en tout cas, c'est ce qui nous a permis, nous, de déterminer un certain nombre de priorités de travail. Et vous les voyez s'afficher dans mon dos, je vais passer très vite sur certaines, même si elles demandent, et elles vont être des chantiers très très importants, pour passer plus de temps sur la dernière, repenser l'EPS au lycée. Pour que tous les élèves apprennent en EPS, bien évidemment, j'ai fait exprès, j'ai repris votre thématique, mais c'est une préoccupation à partir du moment où on a constaté que non seulement certains élèves n'apprenaient pas ou étaient en difficulté, mais pire, certains élèves ne venaient pas en EPS. Le décrochage de la pratique physique, là aussi, alors est-ce qu'on se sent concerné en éducation physique et sportive? Il faut aller voir toutes les études, mais j'y reviendrai, qui font état d'un décrochage et le questionnement qui va avec de la pratique physique, et peut-être qu'on ne s'est pas assez occupé de cette question-là, considérant que l'EPS était obligatoire de la maternelle à la terminale. L'EPS dans le premier degré, vrai sujet. La question, je viens de dire, je n'y reviendrai pas, mais ce qui nous agite, ou en tout cas ce sur quoi nous voulons centrer nos efforts, c'est rendre compte et être en capacité de rendre compte des acquisitions réelles, effectives, des élèves à l'issue de la scolarité obligatoire, sachant qu'on est à 640 heures environ de PS vécu pour un élève en fin de troisième. Et puis enfin, repenser le PS au lycée. Alors, je vais aller très vite sur la première grande problématique, sans oublier que ce qui fait notre originalité, c'est bien la motricité, l'éducation du corps. Enfin, je ne rentre pas trop en détail là-dessus, mais quand même, quand j'ai parlé des attendus de fin de cycle tout à l'heure, il a échappé à personne, et c'était aussi une des réserves, que dans leur formulation, il y a un listing d'attendus par champ d'apprentissage, et on aurait pu penser que la motricité était passée à un second plan, sachant que, si, on l'a entendu. Et je vais vous dire pourquoi c'est préoccupant. Parce qu'effectivement, je pense que ça n'a pas du tout été pensé comme ça par ceux qui ont écrit ces programmes. Et quand on regarde, c'est souvent le premier attendu qui fait explicitement référence à la motricité. Pour autant, de notre point de vue, tous les autres aussi, et en tout cas nous le savons, que ce soit la dimension motrice, méthodologique ou sociale, elles sont totalement interpénétrées et constitutives l'une de l'autre, les unes des autres. Petite parenthèse, parce que dans le premier degré, pour avoir suivi l'année dernière des actions de formation sur le cycle 3, il faut savoir que les professeurs des écoles, et on y reviendra, qui ne sont pas avec le même background en termes de formation, vous le savez, et au-delà des constats très très désolants que l'on fait, se sont emparés de cette question-là pour se dire, bon bah tiens, on va les faire, puisqu'il s'agit de faire de la motricité, mais aussi de les mettre en projet, mais aussi de les faire réfléchir, voire
eh ben, on va les faire bouger 15 minutes, et puis après, on va revenir en classe pour élaborer le projet, et puis après... Enfin, vous voyez la dérive vers laquelle on aurait pu aller. Donc la discipline, pour que tous les élèves apprennent en EPS, ça consiste à s'interroger, la discipline garantit-elle à tous les élèves, à l'aune où le ministre ne parle que de fondamentaux, et même s'il a élargi à respecter autrui. Garantit-elle à tous les élèves les acquisitions fondamentales? S'intéresse-t-elle suffisamment aux élèves en difficulté ou à besoins spécifiques? Je ne l'ai pas précisé, mais je vous vois prendre des notes, je pourrais transmettre le PowerPoint, il n'y a aucun souci. S'intéresse-t-elle suffisamment aux motifs d'agir des élèves? L'EPS peut-elle objectiver le niveau de pratique physique et sportive des élèves qui lui sont confiés? Est-elle en capacité de rendre compte, ça j'y suis déjà venue, sachant qu'en fin de lycée, on est à 1000 heures d'EPS. Alors rendre compte, virgule, au regard des moyens alloués, c'est peut-être pas une préoccupation première de l'enseignant d'EPS face à ses élèves au cœur de la classe ou au fond du gymnase, mais pour les décideurs, c'est une vraie préoccupation. Quelles analyses peut-on faire des résultats aux examens en EPS? Et vous allez le voir, même avec un CCF et un cadrage national, on peut savoir que des disparités existent et sont même importantes d'académies entre elles, au point de réfléchir à une véritable équité de traitement des candidats aux examens en EPS. Je reviens sur l'attribution des Jeux Olympiques. Vous l'avez entendu, notre ministre, comme tous les ministres, se sont totalement emparés de cet événement. Vous le savez, il y a un délégué interministériel. Chaque ministère va devoir définir, nommer un monsieur, un référent Jeux Olympiques 2024. Et on pourrait penser que ce qui va conduire pour les 7 années à venir la politique éducative et sportive de notre ministère pourrait être cet horizon Jeux Olympiques 2024. Alors, juste, j'appelle votre vigilance, parce que derrière, il ne suffit pas de dire, pour attirer l'attention des professeurs d'éducation physique et sportive qui interviennent sur plusieurs champs, certes le PS obligatoire, mais aussi le sport scolaire, je vais y revenir. Et de dire, parce que nos futurs champions, vous le savez, sont dans nos écoles et dans nos établissements, certes, c'est un objectif, il est beau, et il va falloir qu'on y œuvre, et nous sommes, je pense, tous ici, convaincus de... Bon, je ne vais pas faire un sondage, mais en tout cas... Oui, mais ma question, c'est comment profiter, exploiter, transformer ce qui est annoncé comme une formidable victoire en une opportunité pour le PS. C'est une vraie question. Et je ne dis pas qu'il faut faire un groupe de travail à l'EPS là-dessus, mais l'avoir en ligne, en arrière-plan, c'est pas neutre. Autrement dit, pour que le rêve olympique, nous considérons que le rêve olympique doit profiter à tous les élèves et à toute la jeunesse. Pour faire grandir une génération 2024 active, responsable et solidaire. Tous les élèves, tous les jeunes de ce pays. Et au regard des priorités annoncées de cette rentrée, des réformes, y compris les valeurs qu'il a affirmées, les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport, sont les valeurs de l'école. Oui, tout le monde est d'accord avec cela. Nous devons d'être ambitieux, et nous le sommes tous. Mais nous devons aussi être honnêtes quant au rêve olympique. Peu d'élus seront dans la lumière des podiums, nous le savons bien, et même si nous allons nous mettre en marche, décidément, pour préparer et révéler les talents de demain, nous souhaitons ancrer notre plan d'action autour d'une ambition bien plus large. Une ambition, c'est aussi aller bien au-delà, puisqu'on parle beaucoup de sport à travers cela. Bien au-delà de 2 millions d'élèves déjà acquis par les fédérations sportives scolaires, et donner un héritage aux 12,8 millions d'élèves qui sont dans nos écoles,
qui ont tous un volume horaire obligatoire d'EPS dans leur cursus scolaire et qui tous devraient pouvoir avoir accès via le sport scolaire notamment à une pratique physique et sportive volontaire, citoyenne et solidaire. Nous considérons aussi que l'attribution des JO est une opportunité historique pour que l'école reconnaisse enfin l'importance de l'acquisition de compétences dites non académiques, les compétences motrices, artistiques, psychosociales, etc. Et y accorde de la valeur parce que nous savons, mais nous ne sommes pas lisibles là-dessus, qu'elles sont constitutives des apprentissages fondamentaux. Alors je fais le pont très vite avec un autre sujet de préoccupation qui est le décrochage de la pratique physique. Alors, vous le savez, c'est facile d'employer le mot décrochage. Notre système scolaire, il est pointé du doigt parce qu'il ne lutte pas contre les inégalités, il les renforce et il creuse même l'écart entre les bons et les mauvais. Je suis très très court et d'ailleurs, comme je suis enregistré, il faudrait que je soigne mon langage. Ben oui, on n'a pas trop l'habitude d'être dans ce genre d'exercice et puisque c'est amené à être écouté, entendu et diffusé, soyons attentifs aux mots qu'on emploie, d'autant qu'on a un ministre qui joue très bien sur la sémantique. Voilà. L'EPS est-elle suffisamment engagée dans la lutte contre le décrochage de la pratique physique et sportive de l'élève? En EPS d'abord, mais aussi dans le cadre du sport scolaire. Juste, j'y reviendrai, mais pour prendre un point important. Le groupe de l'inspection générale n'a de cesse d'alerter, et on connaît les freins, la difficulté rencontrée par les collègues qui œuvrent en lycée professionnel, mais nous n'avons de cesse d'alerter sur les jeunes filles déclarées inaptes totales en lycée professionnel. Alors, je ne parle même pas des absences régulières, qui ne sont pas forcément comptabilisées, et quand on sait que pour certaines, ça peut être certaines académies, on a des taux qui peuvent atteindre les 12 à 13%, ça se double des fois de jeunes filles qui n'ont pas forcément le droit commun, c'est-à-dire qu'elles vont être inaptes, temporelles ou partielles pendant aussi bon nombre de séances et qu'elles ne sont pas forcément même pas évaluées sur les 3 activités à l'examen. Vous le verrez. Et donc derrière ça, alors que nous savons que 50% des jeunes n'ont qu'une pratique physique à l'école et parce que c'est obligatoire, ce sujet-là doit nous interroger bien plus, nous le pensons, qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Le décrochage de la pratique est constaté dès le niveau 4e, voire la 5e chez les jeunes filles. Nous considérons que les nouveaux programmes, avec la marge de manœuvre laissée aux équipes EPS qui peuvent contribuer dans l'adaptation beaucoup plus forte, l'adéquation beaucoup plus forte entre l'offre et les besoins, peut être une façon, un des leviers de répondre à ce décrochage. Encore faut-il pouvoir le déceler et y être attentif. Le décrochage de la pratique, ça c'est un constat unanime, de la pratique régulière d'une activité physique, intervient dès lors qu'elle n'a plus de caractère obligatoire et d'autant plus fort qu'en avant son âge. Regardons les chiffres de l'UNSS. Alors, je fais bien le distinguo et j'y reviendrai entre sport scolaire et UNSS. Mais les licenciés à l'UNSS, derrière un affichage de 25% de licenciés au collège, c'est archi faux. Grattons, c'est 39% en 6e et ça peut tomber à 18%, voire 15% en 3e. Et en fait, le décrochage, il apparaît en 5e, 4e. Dès lors qu'on l'offre en pratique volontaire, on voit bien que le décrochage... Alors, il y a lieu de s'interroger sur plein de choses. Moi, je vous fais état d'un certain nombre de constats qui vraiment nous préoccupent maintenant. Et vous le voyez, puisqu'on raisonne Bac-3, Bac+3, on voit aussi que le décrochage est phénoménal. Dès que ce n'est plus obligatoire, c'est 5% de licenciés dans le supérieur, dès lors qu'il n'y a plus de contenu de pratique physique obligatoire en termes d'enseignement. Alors là aussi, un sujet de travail pour l'inspection générale. Le sport scolaire ne doit pas être un copier-coller Il me reste 5 minutes. Du sport civil. Alors je vais passer très vite. L'EPS dans le premier degré,
la question qui rejoint la question du pilotage pédagogique, avec des constats compliqués, des programmes soclés et cyclés, mais de nombreux freins pour une réelle liaison école-collège. Bref, notre priorité, c'est de s'interroger sur la mise en œuvre effective des 2h45 d'EPS dans le premier degré et d'en faire une priorité absolue. Sauf que vous vous doutez bien que même nous, à l'inspection générale, on n'a pas forcément toutes les clés en main pour avancer sur ce sujet. On sait qu'au mieux, c'est 1h30 par semaine quand l'EPS n'est pas relégué à des intervenants extérieurs. Je vous passe, puisque vous l'aurez, l'ensemble des constats, mais qui sont pour nous très préoccupants et qui, dans le cadre du cycle 3 et de l'approche curriculaire et du continuum, il va falloir qu'on se préoccupe bien davantage, mais pour obtenir des résultats, de cette liaison et de la réalité de la mise en œuvre du cycle 3 et de la continuité sur ces 9 ans. En point de mire, le savoir nager. Juste un petit point, parce que là aussi on commence à être alerté. Depuis 2 ans, on a beaucoup accompagné les professeurs de collège, que ce soit en journée de formation, que ce soit dans les établissements. On pourrait dire que les professeurs de lycée ont été un peu laissés à la marge, puisque les dernières réformes ont impacté essentiellement la scolarité obligatoire. Et que donc, est-ce que l'on assisterait à une espèce de fracture culturelle entre des enseignants qui enseigneraient en collège et des enseignants d'EPS qui enseigneraient au lycée? La preuve que non, vous êtes tous ensemble réunis. Repenser l'EPS, je vais prendre juste le temps pour finir sur ce point-là que je souhaitais vraiment aborder avec vous. Le décrochage constaté à nous, en fait, tout un tas de constats qui nous obligent. Le décrochage constaté à l'université quand les cours d'EPS ne sont plus obligatoires nous amène à nous interroger sur le rôle du lycée. Dans la continuité de la réforme de la scolarité obligatoire, il faut s'intéresser au maillon suivant. Le lycée actuel prépare-t-il suffisamment les lycéens à poursuivre une activité physique régulière dont nous connaissons maintenant, c'est unanime, tous les bénéfices? Dans le prolongement de la réforme de la scolarité obligatoire, quel rôle de l'EPS au lycée? Quel EPS proposé aux lycéens? Quelles compétences construites en et par l'EPS deviennent prioritaires? L'EPS ne doit-elle pas résolument s'inscrire dans une formation globale redéfinie du lycéen? C'est la question du rôle du lycée. Et peut-être la question qui est fermement soulevée à travers la réforme du bac. La réforme du bac peut être pensée comme une réforme très technique d'un outil de certification, mais elle peut être beaucoup plus ambitieuse en allant jusqu'à retravailler sur tout le cursus lycée, et y compris dans une perspective de poursuite d'études. Je vais à la fin. J'avais prévu de vous donner des éléments pour vous amener à être critique sur le CCF et notre histoire et notre expérience acquise, reconnue. On a plus de 30 ans de CCF, mais vraiment 14 ans depuis la réforme de 2003, 14 ans de mise en œuvre avec une commission nationale et des commissions académiques qui régulent. 14 ans d'histoire et de retour avec des données objectives concernant les examens en EPS. L'idée, c'était, mais je vais vous renvoyer au rapport de la Commission nationale des examens EPS de 2016, qui est téléchargeable sur Eduscol. Les 32 premières pages, vous allez retrouver ce que je voulais vous faire en plus détaillé. Tout cela pour vous amener à vous interroger je vais jouer un peu les aiguillons. Est-ce que la réforme du bac, qui est annoncée, qui va commencer, est une opportunité au saisir? Est-ce qu'il y a des incidences souhaitées et souhaitables pour l'EPS? Toute une série de questionnements à l'aune de 14 années de recul sur nos résultats aux examens. Quid d'une EPS à 14 de moyenne en bac GT et en constante évolution, quand on n'a aucune visibilité sur les élèves en difficulté? Par exemple, tous ceux qui sont notés en dessous de 8, on ne sait pas où ils sont, on n'en parle pas. Et ceux entre 8 et 12, on ne sait pas trop comment on se disperse. Quand cette augmentation profite, je mets des guillemets, à l'élite, quand on constate des stratégies d'évitement.
Concernant l'évolution de l'offre certificative constatée, vous vous souvenez, notamment 2010, 3 APSA à condition que 3 CP, alors là, ça a été radical. Évolution de l'offre de formation et par effet, diminution automatique de l'écart garçon-fille. Peut-on parler également d'évolution de l'offre de formation? C'est quand même un peu moins vrai. Il y a une évolution de l'offre de certification. L'offre de formation, c'est pas aussi vrai. Quant à parler d'évolution des pratiques évaluatives, je laisse le point d'interrogation. Enseigne-t-on toujours au lycée ou ne fait-on que préparer aux épreuves du bac? Ça reste une question que nous devons nous poser à l'aune de la réforme actuelle. Quid des arrangements évaluatifs par rapport aux référentiels nationaux? Le niveau 4 du référentiel, combien avez-vous d'élèves objectivement en terminale qui maîtrisent le niveau 4 du référentiel? Pourtant, on a des moyennes de 14, une moyenne de plus de 14. Alors, oui, vous allez me dire, pour les filles de bac S, on est à 15,3. Les filles de STMG, on est à 11,2. Pour ne prendre que ces exemples-là. Voit-on vraiment du niveau 4? Quelle équité de traitement souhaitée, souhaitable, réalisable? Quid de l'égale dignité des filières? Tout le monde le dit, on s'en gargarise. D'ailleurs, ça permet de rentrer en L1 STAPS, tous les bacs. Quid de l'égale dignité des filières quand on n'a pas de visibilité et qu'on n'harmonise pas sur les écarts entre bacs généraux, bac techno, bac pro? L'écart le plus grand, c'est entre bac généraux et bac techno. C'est pas entre bac GT et bac pro. Mais ça, on ne le regarde pas. Entre les différentes filières, alors ça encore moins, S, L, MTSG, je viens de vous donner un exemple, l'écart le plus grand, les filles de bac techno STMG ont une plus mauvaise moyenne que les filles de bac pro. Ça peut interroger. Sachant que pour les élèves de bac pro, eux, on le sait dans la majorité des cas, beaucoup de lycées étant très genrés, les élèves n'ont pas le choix de menu. En L-Pro, en lycée pro, on continue à fonctionner un prof, un menu, une classe. Quid des élèves en difficulté, fuyants, décrocheurs, quid des élèves qui bachotent et des parents qui les y poussent, les plus initiés, jusqu'à jouer la mention, etc., je ne vous le refais pas. Quid de l'absentéisme du 3e trimestre et de l'inflation que l'on voit arriver des DI plus notes. Voilà, je vous laisse afficher notre questionnement actuel, du coup, que nous voulons partager. Le PS au lycée, quelle finalité? Si nous avons à y réfléchir et à être partie prenante de la réforme du bac, mis en perspective plus large du maillon bac-3, bac+3. Une utilité sociale, santé, engagement citoyen, inscrit les élèves, etc. Est-ce qu'il faut des nouveaux programmes? Est-ce qu'on se place en continuité ou on fait un virage par rapport au programme EPS de la scolarité obligatoire? Curriculum, logique de parcours, est-ce que le lycée a vocation à personnaliser, approfondir, spécialiser? Quelle place de la CP5? Vrai beau sujet. Quelle prise en compte des besoins et motivations des lycéens? Quelles compétences clés prioritaires exigibles à l'issue d'un cursus lycée? Replacé dans tout le contexte que je viens d'évoquer. C'est quoi un lycéen physiquement éduqué, armé pour la suite? Une EPS modulaire, on parle d'un lycée modulaire. Une EPS modulaire, c'est quoi? Est-ce que ça peut s'envisager? La certification, puisqu'on parle de la réforme du bac, la certification EPS au baccalauréat, faut-il dissocier formation-certification? On a trop pâti d'un pilotage de l'EPS au lycée par la certification. Enfin, dernier point sur la question de l'équité. Les enseignements facultatifs, quelles évolutions? Je parle juste de l'équité, mais je peux vous dire que les décideurs regardent aussi le coût. Un bonus pour une poursuite d'études, etc., etc. Qu'en pense le ministre? Et je m'arrête là, avant de passer à vos échanges.
matin, nous allons passer, s'il te plaît. Oui, vous avez... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, vous avez rappelé la réflexion sur une EPS contributive à l'éducation fondamentale de l'élève. Et puis, vous avez rappelé le décrochage des filles, notamment en lycée professionnel, ce qui me paraît très juste. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi lieu de s'inquiéter sur une éducation fondamentale chez tous les garçons? Je fais référence notamment aux travaux de Sylvie Héral, qui nous alerte sur une inégalité criante chez les hommes en termes de prise de risque excessive. 80% des hommes tués sur la route, 80% d'overdose, ce sont les hommes, plus de 90% dans les prisons, ce sont les hommes, ou de comportements pouvant aller à la violence envers l'autre. Alors je sais bien que quand vous dites que vous allez vous intéresser à tous les élèves, je comprends que c'est toutes et tous les élèves, mais je voulais rappeler, voilà, je voulais savoir si au niveau de l'inspection générale, cette question de l'égalité, non seulement, pas seulement vis-à-vis des filles, mais aussi vis-à-vis de l'éducation aux garçons, est une problématique. Oui, alors j'ai fait exprès de cibler sur un certain nombre d'indicateurs que l'on rencontre et qu'il est facilement, qu'il est facile de concrétiser en fait et d'illustrer en éducation physique et sportive. La question des garçons, y compris en éducation physique et sportive, nous intéresse très fortement, que ce soit l'équité sur toute la réflexion sur l'offre de formation et le fait que chaque élève doit vivre une EPS équilibrée, complète, ça vaut aussi pour les garçons et nous serons très intéressés à essayer de prélever des indicateurs comportementaux que vous évoquez sur la conduite au volant. Qu'est-ce qui pourrait de la même façon pouvoir être repéré en termes de comportement en éducation physique et sportive et qui pourrait étayer le fait qu'on ait à s'inquiéter et s'intéresser davantage dans nos contenus, dans nos procédures, dans ce qui est la co-formation et la co-observation, la collaboration entre les élèves. Toutes ces procédures d'enseignement que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais font vraiment partie des éléments de travail. Ça rejoint cette préoccupation de tous les élèves et le décrochage aussi. C'est-à-dire les armées pour demain, c'est ça. C'est de tout ce point de vue-là. Trois petites questions. Première question assez simple, c'est qui a écrit les programmes 2015? Deuxième question, c'est est-ce que la temporalité de l'éducation peut suivre la temporalité politique? Vous l'avez souligné au départ. On change de ministre, on change un peu de politique, il y a une partie des choses qui avaient été mises en place qui remis en cause. Vous avez parlé d'une réflexion à 2 ans ou sur une mandature. Mais est-ce que l'éducation peut suivre cette rythmicité politique? Parce que c'est un peu déstabilisant en tant qu'enseignant. On est formé pendant 2 ans et blam, changement de programme, changement de ministre et c'est reparti. Les programmes n'ont pas changé encore. Non, mais on attend, ça devrait suivre un peu de temps, on espère ou pas. Et le troisième point, c'est pas une question, c'est une remarque. Souvent, il y a des chiffres de 640 heures de PS. Et en fait, je suis prudent sur ces chiffres, parce que vous l'avez souligné pour le primaire, il y a 1h30 finalement sur les 2h45 prévues. Mais je parle des volumes horaires statutaires. Exactement. Mais sauf que si les programmes ils sont pensés sur ce volume-là, c'est pas le volume qui existe, y compris pour le collège. C'est-à-dire qu'on a tant d'heures officielles de volume statutaire, si on retire toutes les absences pour X raisons, et même si on mesure le temps effectif de pratique en EPS, on enlève les lycéens, des choses comme ça, les déplacements, il y a un décalage entre les ambitions de l'EPS et le volume horaire. Voilà. Donc, 3 questions. La première, revenir en si peu de temps sur le processus de fabrique des programmes, ça va être compliqué. Je peux dire une réponse très courte qui ne va pas vous satisfaire, c'est le CSP, avec toute la procédure, une première version en avril, une consultation. J'attire votre attention sur un document sur lequel personne ne communique jamais, c'est la saisine de la ministre Najat Vallaud-Belkacem le 1er juillet, qui a demandé au CSP, cycle par cycle, discipline par discipline, sur quel point elle souhaitait voir une réécriture des programmes. Et il y a des commandes très détaillées, notamment pour ce qui est de l'EPS sur le cycle 4. Ensuite, de nouveau, le CSP s'est mis au travail, et c'est vrai que ça s'est fait du coup pendant l'été. Je crois qu'on a été sollicité pendant cette période-là. C'était
fin juin, enfin je ne sais plus, et juillet encore, etc. Et on a contribué à... Et les programmes sont sortis. Voilà. Donc revenir sur toute la fabrique, c'est compliqué, mais c'est le CSP, mais c'est avant tout la ministre de l'époque, qui a validé le processus et la dernière mouture, si je puis l'exprimer comme ça. Sur le deuxième point, alors la troisième... Oui, alors vous le savez, je suis un petit peu provocatrice, hein, mais le temps politique n'est pas le temps pédagogique. Nous, on pourrait dire, et il est communément dit, qu'une réforme met 10 ans avant d'impacter réellement les pratiques enseignantes, nous le savons tous. Nous nous inscrivons et considérons, d'ailleurs, je n'ai pas dit autre chose sur la réforme de la scolarité obligatoire, nous continuons à accompagner les enseignants dans la même optique, et le ministre a dit qu'il ne referait pas une loi, qu'il ne réécrirait pas les programmes. En revanche, là où il est très affirmatif, c'est qu'il a l'intention de donner des repères annuels. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas quel état... Non, mais j'ai rien à vous cacher, mais je ne sais pas quel est l'état d'avancement de ce travail-là. Mais sa volonté, et il s'en est expliqué parce que se sont déroulés des séminaires interacadémiques rassemblant tous les IEN niveau grande région, qui, eux, l'ont interpellé sur la question des cycles, vous auriez pu me parler de ça notamment, du socle et des cycles, en lui demandant directement s'il était attaché à ces deux affaires-là, puisqu'il ne le prononçait pas souvent. Et sa réponse est très claire. Sa réponse est que non seulement c'est inscrit dans la loi, ça s'applique, et le socle est quelque chose de fondamental pour lui, que la notion de cycle est extrêmement fondamentale et il y tient, qu'en revanche, ce qu'il souhaite, c'est qu'on ne fasse pas marcher, il dit, le chasse-neige, c'est-à-dire repousser à plus tard le fait de résoudre les problèmes. Les problèmes, quand ils se présentent, on les résout maintenant. Et c'est la tendance qu'il critique, c'est de considérer que les cycles, et considérer qu'on peut donner le temps au temps, ça a eu pour tendance de différer la résolution et de proposer des actions de remédiation aux élèves, pire, de proposer des dispositifs externalisés de remise en cause. Voilà. Le troisième point sur votre réponse était presque dans la question. On parle de volume horaire statutaire juridique, la question des heures effectives, et puis moi je fais même le pont avec les apprentissages effectifs des élèves. C'est vraiment tout le travail que nous devons faire pour rendre lisible ce que les élèves apprennent réellement et ce que l'EPS contribue à faire acquérir à des élèves dans le temps qui leur est donné, au regard des heures dues, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Une dernière question alors David. Est-ce qu'on peut, sur votre intervention, penser que la question sur l'évaluation va basculer doucement de la problématique de l'équité, il fallait réduire impérativement ces écarts, à une problématique un peu plus complexe, celle de la légitimité d'évaluation. Légitimité qui soit tant au regard des exigences, car vous avez semblé le souligner en disant qu'est-ce que c'est qu'une EPS à 14 de moyenne, quel sens elle a, qu'est-ce qu'elle révèle, est-ce qu'elle révèle la réalité du terrain ou pas, et qu'est-ce qu'elle fait des phénomènes qui sont autour, mais aussi d'un côté par rapport à une légitimité par rapport aux horaires qui paraissent énormes et qui en fait sont faibles au regard de chaque apprentissage spécifique de la discipline et au regard de l'hétérogénéité des ressources. Est-ce qu'on est en train de basculer un petit peu sur le paradigme-là? Auquel cas, dans ce contexte-là, la légitimité peut concevoir qu'il y ait de l'inéquité dans les résultats parce qu'à un moment donné, peut-être que les attitudes de certains publics sont effectivement en rupture avec le référent de l'évaluation, un terme qui nous sert de noter. Oui, alors on n'a pas forcément autour de l'évaluation, parce qu'en EPS, on est en capacité même de se poser ces questions-là et qu'on a eu en plus une habitude et une possibilité de manière rétroactive de compenser ce que l'on pouvait considérer comme une inéquité de traitement par une procédure d'harmonisation qui arrive a posteriori. Et ça, on est peut-être, à ma connaissance, on est la seule discipline à avoir cette possibilité. Si on revient un petit peu en arrière, ou en tout cas sur les premiers retours qu'on avait sur le DNB, on va reprendre, mettons, année 2013-2014, on avait par exemple,
au niveau national, environ 82% de filles qui atteignaient le niveau 2 en fin de troisième, et 91% des garçons. La question de la légitimité, mais c'est plutôt de l'objectivation en fait de l'évaluation. Nous, on est persuadés, et c'est un peu pour ça que je voulais détailler cette approche de notre CCF, on est persuadés qu'avec nos examens en EPS et le cadrage, mais vraiment le cadrage de cette évaluation au niveau national, avec des référentiels nationaux, qu'on soit à Lille ou à Marseille, on est censé passer par le même filtre, au bout d'un moment, si on va plus loin que simplement faire une analyse des résultats, et qu'on rentre dans le détail, y compris au niveau académique et autres, on s'aperçoit qu'il y a des inéquités de traitement évidents. Ce n'est pas la même EPS, ce n'est pas le même niveau d'exigence. Il y a, j'allais dire de la corruption, c'est terrible, mais notre co-évaluation qui est censée ramener, bon, voilà, est-ce que véritablement on joue le jeu de la co-évaluation jusqu'au bout, en imaginant les notes qu'aurait la même classe avec carrément 2 autres intervenants d'un autre établissement qui les prend à l'état brut sans jamais les avoir vus auparavant. Donc toutes ces questions-là, à l'aune de la réforme du bac, on se la repose, mais plus en termes, je dirais, d'objectivation. On n'est pas là pour se leurrer. Et attention, hein, je ne suis pas là du tout pour remettre en cause ce formidable outil de pilotage de la discipline que représente, c'est presque le seul que l'on a en données et en histoire que l'on a, et qui nous a permis, y compris en termes de préconisation, de faire des retours vers les académies et de piloter la discipline avec ça. Maintenant, il faut aussi, au moment où ce ministre demande de réformer le bac, si on veut être force d'argument pour dire soit on veut continuer comme ça, bah oui, mais alors donc dans 10 ans vous êtes à 18 de moyenne, ça vous choque pas? Non mais il faut y répondre. Et puis les filles de lycée pro ou bien les élèves qui sont entre 5 et 10, est-ce que c'est normal que vos élèves, ces élèves-là, soient toujours, et dans certaines filières, pourquoi l'excellence EPS n'existe pas dans certaines filières? Ce sont de vraies questions. J'ai peut-être pas répondu complètement, David, mais c'est plus en termes d'objectivation qu'on a un travail à faire.